après une journée à Versailles. Françoise et Justin viennent de visiter le château et le parc de Versailles. Ils sont assis à la terrasse d'un café. Qu'est-ce que vous allez prendre? J'aimerais prendre un bain de pied. Mais comme cela ne se fait pas dans un café, je me contenterai d'une limonade. Garçon, une limonade pour mademoiselle. Et un bock pour moi. Bien, monsieur. Enfin, c'est très beau Versailles. Mais le brave roi Soleil avait de la chance d'avoir une litière pour se promener au fond de son parc. Je le vois très bien s'y rendant en procession pour prendre un bain de soleil au hameau. Vous voulez dire avec Marie-Antoinette, sans doute. Puis il chanterait « Malbrou s'en va en guerre » à l'ombre de la tour Malbrou en trayant des chèvres. Je vois que vous êtes très forte en histoire de France. Comment a-t-on pu vous recaler au bachot? Recaler, c'est pure médisance. Je n'avais qu'à faire les yeux doux à la vieille barbe qui m'examinait pour faire passer toutes mes balivernes sans la moindre protestation. Sans blague. Sérieusement, vous n'aviez pas le trac? Sérieusement, c'était pis encore. Je bredouillais, je me sentais une moiteur dans les paumes. Ce n'est pas très gai, le bachot français. Où l'avez-vous passé? À la Sorbonne? Oui, le jury était composé de professeurs illustres qui étaient plus ironiques que méchants. Je ne leur en veux pas maintenant que c'est fini. Mais vous vous vengez en embrouillant toutes leurs dates maintenant. C'est vous qui devenez méchant à présent. Vous trouvez sans doute que j'ai manqué de respect envers Louis XIV. Comment puis-je réparer ma faute? En vous récitant des vers de Racine? Pour prouver mon admiration pour la littérature du grand siècle? Oui, commencez. Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. Alors, je viens, selon l'usage antique et solennel, célébrer avec vous la fameuse journée où, sur le mont Sina, la loi nous fut donnée. Que les temps ont changé. Sitôt que de ce jour, la trompette sacrée annonçait le retour du temple, orné partout de festons magnifiques, le peuple saint en foule inondait les portiques. Allez, continuez maintenant. Je ne saurais pas, car je n'ai pas bonne mémoire. Je me rends. Si vous vouliez m'indiquer une pièce caractéristique du règne de Louis XIV, vous avez mal choisi votre passage, car Attali date de la période où Racine, devenu historiographe du roi, avait abandonné le théâtre. La pièce n'a été jouée que pendant la Régence, après la mort de l'auteur et de Louis XIV. Cela est vrai. Mais rappelez-vous aussi que la pièce a été composée pour être jouée à Saint-Cyr, à l'école de jeunes filles de Madame de Maintenon, et que les demoiselles de Saint-Cyr l'ont jouée sans costume dans la chambre de Louis XIV. La pièce n'a pas été représentée en public avant 1716, je crois. Comme vous êtes calé, j'allais dire pour un Américain, mais ce n'aurait pas été très gentil. C'est moi qui me rends maintenant, mais trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus à Versailles? Voulez-vous que je vous dise d'abord ce que je n'ai pas aimé? Ce sont ces deux pavillons à droite et à gauche de la cour d'honneur qui portent l'inscription « À toutes les gloires de France ». Ils semblent appartenir à une autre époque que l'ensemble du château. Je crois en effet qu'ils ont été ajoutés plus tard. Mais à part ces deux intrus, l'ensemble du château est exceptionnel par l'uniformité de son architecture et sa forme géométrique. N'avez-vous pas admiré les proportions harmonieuses de l'autre façade, celle qui donne sur les jardins? Oui, de loin, on a une impression de grandeur dont je n'ai jamais vu l'équivalent. On dirait que le souci de Louis XIV
n'a pas été uniquement de faire grand, comme un roi du pétrole américain, mais plutôt de faire quelque chose de royal, où la dignité viendrait non seulement des dimensions harmonieuses, mais aussi de l'échelle surhumaine de la construction. Évidemment, cela n'a rien à faire avec le Parthénon, mais je crois qu'on trouverait dans le temple grec la même alliance de gracieux et de surhumain. Louis XIV serait enchanté de vous entendre comparer son château au Parthénon. Cela irait très bien avec le classicisme de son illustre siècle. Et je crois que vous avez bien saisi la nuance. Il y a la même distance de l'architecture du Parthénon à celle de Versailles qu'il y a de la littérature grecque à la littérature française de l'époque classique. Il y a beaucoup de points de ressemblance, évidemment, qui font que le grec et le français sont tous les deux classiques, sans que le français soit pour cela du néoclassicisme. Le classicisme français s'est affranchi de la tutelle de l'Antiquité. C'est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui a vraiment sa propre originalité. Excusez-moi de faire ici une observation critique. Vous parlez comme un cuistre. Est-ce que toutes les Françaises sont comme vous? Peut-être bien que oui. Nous ne parlons pas ainsi par pédantisme, mais, comme dirait le bourgeois gentilhomme de Molière, pour savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. Une Française intelligente doit savoir tenir son salon, tout comme ces dames du temps de Louis XIV. Je vous vois très bien à la Galerie des Glaces, en train de causer art et littérature avec des courtisans à l'habit brodé, tandis que l'illustre duc et père Saint-Simon prend note à la dérobée pour pouvoir préserver vos paroles pour la postérité. Avec votre particule, vos ancêtres ont dû être à Versailles. Malheureusement pas. Dans mon cas, il s'agit de la toute petite noblesse de robe, qui remonte seulement au XVIIIe siècle. Mais enfin, quel souvenir allez-vous garder de Versailles? Je me rappellerai toujours d'abord la chapelle, si gracieuse, si somptueuse, et en même temps si mondaine. La Galerie des Glaces, naturellement, parce qu'il n'y a pas de salle plus impressionnante au monde. La chambre à coucher du roi, les appartements privés de Marie-Antoinette. Et puis les jardins qui sont aussi l'expression du classicisme français. Est-ce que le jardin classique vous plaît, en somme? Énormément. C'est vrai que la nature y est subordonnée à l'art. Tous ces bassins et parterres, ces fontaines et statues, disposés dans un ordre absolument géométrique, peuvent très bien sembler artificiels. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'artificiel dans l'art. Je peux très bien me figurer une représentation de Racine ou de Molière au Quinconce du Midi. Leur art a le même côté factice que le décor du Quinconce. C'est-à-dire, si vous voulez, que l'art est supérieur à la nature. Autrement dit, vous n'aimez pas le petit Trianon et le hameau de Marie-Antoinette. Pas tout à fait. Le temps a imprégné ces endroits de son charme aussi. Le seul fait de voir ces endroits m'aide à mieux comprendre le XVIIIe siècle, qui, en réagissant contre le formalisme de l'époque classique, a cru retrouver la nature et la vie simple dans un décor rustique. Mais examinez de près ce rustique. Les grottes sont en ciment, les maisons sont des joujoux, même les ruines sont fausses. C'est une époque qui a tellement cherché à être naturelle, par réaction peut-être contre l'acidité de gens comme Voltaire, qu'elle a fini par devenir complètement artificielle. Le bonhomme Jean-Jacques Rousseau y est pour quelque chose. On trouve la même simplicité artificielle dans la Nouvelle Héloïse ou dans l'Émile. Je crois qu'on ne lit plus guère que les Confessions. C'est lui, en somme, qui a mis notre littérature sur la pente du romantisme. Oui, mais je trouve que certains romantiques du XIXe siècle
sont infiniment plus artistes. Prenez Hugo, Vigny, même Lamartine. Ils sont rasants, ces vieilles barbes. Ô temps, suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Toute cette poésie amoureuse ne nous dit rien, à nous autres modernes. Vous êtes dur. Mais ces vieilles barbes étaient imberbes, à l'exception de Victor Hugo, qui a laissé pousser la sienne pour se mettre à la page pendant sa vieillesse. La mode était alors aux barbes. Vous n'allez pas me dire que vous n'aimez pas Waterloo, 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 morne pleine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la Palmore mêlait les sombres bataillons. Cette évocation poétique de la grande bataille peut très bien sembler artificielle en comparaison de la même scène traitée en prose et d'une façon réaliste dans la Chartreuse de Parme. Vous vous rappelez comment le jeune Fabrice participe à la bataille sans y rien comprendre. Le poème de Victor Hugo n'en continue pas moins à vous donner une émotion épique, digne de la chanson de Roland ou même de Homère. Chacun son goût. Moi, je préfère quelque chose dans le genre de « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ». Un gros meuble à tiroir encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances. C'est du Baudelaire, n'est-ce pas? Malgré les dates, vous avouerez que c'est encore du romantisme. Vous êtes une romantique qui s'ignore. Aimez-vous aussi l'obscurité du symbolisme? Oui, beaucoup. C'est notre plus belle poésie. Je vous défie de réciter La jeune parc de Valérie, et encore plus de me l'expliquer. Mystérieuse moi, pourtant tu vis encore. Tu vas te reconnaître au lever de l'aurore, amèrement la même. J'avoue que c'est rudement difficile à retenir. Quant à l'expliquer, ce n'est pas trop difficile. Ici, il s'agit de la jeune parc qui se réveille et qui regarde son corps en éprouvant les sensations que son corps lui communique. Mais que dites-vous du roman? Vous aimez sans doute Notre-Dame de Paris, Les Misérables, ou peut-être même Mauprat. Je suis plus difficile que cela. Donnez-moi du Flaubert, du Stendhal, du Maupassant. J'aime la clarté que ces grands romanciers apportent à l'étude de la conscience humaine. Je goûte difficilement l'obscurité de certains romanciers modernes. Prenez Proust par exemple. Si vous allez me démolir Proust maintenant, gare à vous. Mais prenez plutôt votre bière et déguerpissons, car l'heure avance. Nous devons sauter dans ce petit tramway qui nous conduira à la gare Versailles-Chantier, où il y a un beau train électrique en aluminium pour nous ramener à Paris-Montparnasse. Cela dit, compagnie des tramways versaillais. Comme votre tramway n'est pas plus grand qu'une litière, je comptais y lire « Tramway officiel de Sa Majesté Louis XIV, roi de France et de Navarre ». Mettez donc votre perruque et préparez-vous à sauter.